Donc bonjour. Comme je vous ai déjà dit en amphithéâtre, l'acoustique ici étant très mauvaise, il faut respecter un silence absolu pour pouvoir suivre ce qu'on dit. D'un point de vue de l'acoustique, si vous êtes dans ces champs-là, vous entendez mieux, dans le sens qu'on a mis des caisses acoustiques de façon telle que le son est bien diffusé sur cette partie-là et non pas tellement ici. Mais si vous entendez bien, c'est très bien ici aussi. Donc on démarre la deuxième phase de cette rencontre. On tenait beaucoup à avoir une condition de rencontre différente, c'est-à-dire devant des œuvres qu'on a donc fait venir exprès et qu'on a installées, parce qu'on pense que les dialogues de cette tension dont j'ai parlé ce matin s'effectuent autrement devant un objet, évidemment, qu'en son absence. Donc cet après-midi, on reçoit avant tout Olaf Metzel, qui nous présente son travail Turkish Delight, qui est ici à côté. On verra après mon travail moi-même, après Yves Bélorger, que vous connaissez presque tous, donc là aussi, et Thomas Léon, qui se cache, et qui est donc un jeune artiste qui fait partie de ce groupe de recherche, de la même façon qu'Anne Kawala qui se cache aussi tout au fond là-bas, et qui demain nous présente un travail lié à la parole et qu'on présente donc en amphithéâtre. Voilà, donc on commence notre... Je te donne la parole. Merci. Ich werde auf Deutsch reden, weil mein Französisch nicht so gut ist, dass es ausreicht, um hier zu sprechen. Ich habe Bernhard Rüger gebeten, dann zu übersetzen, weil er sehr gut Deutsch spricht oder kann. Ich denke auch, dass es vielleicht kein Fehler ist, in Originalsprache zu sprechen, weil man merkt den Akzent nochmal ganz anders und es gibt einen anderen Eindruck. Ich denke auch, wir setzen uns hin und alle anderen sind aufgefordert, wenn sie Lust haben, sich auch hinzusetzen. Donc Olaf parlera allemand, comme vous avez compris. Il dit que son français n'est pas suffisant pour tenir un discours et donc il préfère que je les traduise. Il préfère aussi parler la langue maternelle parce que les accents qui sont transmis dans un discours sont de nature très différente et plus précis par rapport aux choses qu'on dit. Alors j'espère que ma traduction sera à la hauteur pour garder cette précision. Donc nous on s'assoit et on vous invite à vous asseoir aussi, si vous avez envie. Ja, zunächst möchte ich mich nochmal ganz herzlich für die Einladung hier bedanken in Lyon. Wie Sie den mitgebrachten Katalogen entnehmen können, die ich dann der Bücherei übergeben werde, wenn Sie weiter sich informieren wollen. Denen ist zu nehmen, dass ich auch unterrichte an der Kunstakademie in München, vorher in Hamburg und irgendwie sind sich ja doch alle Kunstakademien, egal wo, ein bisschen gleich. Donc il nous remercie de l'invitation et donc il a amené avec lui un certain nombre de catalogues qu'on vient de poser ici et qui nous serviront un peu pour parler du travail, mais qui resteront aussi après à la bibliothèque et qui donc seront source d'informations pour vous. À partir de ces catalogues, on peut donc aussi constater que Olaf Metzel enseigne. Donc il a été à l'école des Beaux-Arts, il a enseigné à l'école des Beaux-Arts d'Hambourg et enseigne actuellement à celle de Munich. Je fais une parenthèse. Olaf Metzel a été directeur de l'école des Beaux-Arts de Munich et c'est un aspect qui est très différent chez nous, où les artistes sont rarement directeurs d'école. Or que c'est un autre fonctionnement en Allemagne, même si Olaf dit justement que les écoles ont une ère
se ressemblent. Donc, il y a quelque chose de très proche entre les différentes écoles dans le monde. Es ist vielleicht noch ganz wichtig zu ergänzen, was du eben schon gesagt hast, dass ich 4 Jahre auch dort in München Direktor war. In Deutschland ist es üblich, dass an einer Kunstakademie ein Künstler die Akademie leitet, weil wir der Ansicht sind, dass ein Künstler ganz anders die Situation der bildenden Kunst vermitteln kann als vielleicht ein Manager, Politiker, Verwaltungsleiter. Natürlich gibt es beigestellt jemanden, der sich um die Verwaltung kümmert, aber es geht in erster Linie um künstlerische Fragen und da gab es in Deutschland eine lange, intensive Diskussion. Es gibt einige Kunstakademien, die davon abgewichen sind und die haben keine guten Erfahrungen gemacht. Das heißt, es ist eine gute Erfahrung, wenn Künstler eine Akademie leiten. Donc, il souligne encore une fois cette question de la direction de l'école, qu'il a donc dirigée pendant 4 ans à Munich, en mettant en évidence ces différences entre les écoles en France et en Allemagne, où on pense finalement que le fait qu'un artiste dirige une école des beaux-arts soit une formule gagnante, comme il dit, c'est-à-dire c'est quelque chose de plus efficace. Les contenus de l'enseignement étant les problèmes plastiques, un directeur est plus au même de comprendre ces questions que non un fonctionnaire, un politicien ou un économe. D'ailleurs, ça a été un débat important dans les écoles en Allemagne, et il y en a certaines qui ont choisi plutôt l'autre formule, et apparemment ça n'a pas été un grand succès. Es ist so, dass ich in Deutschland nach wie vor das Klassensystem gibt. Das heißt, ein Professor, ein Künstler hat eine Klasse für Bildhauerei, Malerei, Video und so weiter oder Fotografie und im Schnitt so zwischen 25 und 30 Studenten. Und die studieren ausschließlich bei dem Professor. Insgesamt Maximum sind 6 Jahre, normalerweise 4 Jahre und eventuell noch 2 Jahre dazu. Donc le système des écoles allemandes fonctionne différemment que les nôtres parce qu'il fonctionne par classe, classe d'enseignement à partir d'un domaine donné, c'est-à-dire sculpture, peinture, photographie, vidéo. Normalement une classe a une moyenne de 25 élèves qui font des études compris entre 4 et 6 ans. Là aussi le système est différent, dans le sens que vous accomplissez vos études en 4 ans. Après, vous avez la possibilité de prolonger de 2 ans si vous retenez nécessaire, avoir besoin de plus de temps. Ich meine, und da bin ich nicht allein mit der Meinung, dass es ja einen Grund hat, warum sehr, sehr viele deutsche Künstler weltweit sehr erfolgreich sind. Ob das jetzt aus Düsseldorf die Fotografieschule ist oder Hamburg Malerei oder Berlin und so weiter und so weiter. Also ich denke, das ist ein nach wie vor funktionierendes System. Wir haben rigoros abgelehnt, Bachelor, Master, das ganze Bologna-Programm. Wenn, dann hätten so ziemlich alle Künstler ihren Job gekündigt und würden nicht mehr weiter das machen. Donc il dit que selon lui ce n'est pas donc un hasard que les artistes allemands, quelles que sont leurs écoles et leur provenance, comme par exemple la photographie dans l'académie de Düsseldorf, ont connu des succès internationaux importants. Il pense donc que c'est un système gagnant, et la discussion récente sur l'évolution de Bologne et les fameuses ECTS que vous connaissez donc, a été radicalement refusée par les écoles allemandes pour une grande partie. Nicht alle, aber fast alle. Une grande partie. Die Kunst parce qu'en Allemagne, il y a une distinction entre éducateurs d'art et artistes. Mais les académies d'art ont toutes refusé le système de Bologne, mettant un veto absolu, c'est-à-dire qu'une très grande partie des professeurs auraient simplement démissionné immédiatement si ces systèmes seraient passés. Gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es hier in Frankreich ist, sind in München, aber auch in anderen Städten in Deutschland eigentlich überall zurzeit massive Streiks gegen das Bildungssystem, wie man es versucht hat einzuführen, und natürlich gegenüber den Kosten, die vom Staat eingesetzt worden sind, also Studiengebühren. Ja. Und das Stichwort war eigentlich, das Obermotto war reiche Eltern für alle.
Donc il dit qu'à côté de ça, il y a aussi généralement un grand mouvement des refus de ces réformes récentes dans l'enseignement public, notamment liées aussi au coût de l'enseignement, au coût de la taxe d'enseignement, qui est particulièrement élevé et qui donc a produit une révolte assez importante qui avait comme motto Parents riches pour tous. Damit sind wir eigentlich jetzt schon mehr oder weniger beim Thema. Wenn ich über mich und über die Arbeiten erzählen werde, nicht nur über diese Arbeit, es geht eigentlich darum, die Situation des Künstlers innerhalb unserer Gesellschaft, die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und in welcher Form stellt man das dar oder wie setzt man das um. Donc il dit, nous arrivons donc au thème de notre rencontre, dans la question qui est celui du travail d'un artiste, et non seulement dans le travail présent ici, mais généralement dans son travail, la question qui lui semble centrale est celle de voir comment un artiste travaille dans la société, à partir de la société et avec la société. Ich bin seit ungefähr knapp 30 Jahren unterwegs, kann man so schön sagen, nach meinem Studium. Mir geht es eigentlich immer wieder und immer noch um die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Bildhauerei in ihrer exzessiven Form. Donc ça fait une trentaine d'années qu'il est sorti de l'école des Beaux-Arts et qui ont, pour ainsi dire, en chemin. Et la chose qui reste au centre de ses intérêts est celui de la confrontation avec la sculpture dans les sens les plus extrêmes de ses possibilités. Das heißt, es ist hier ein Beispiel im, sagen wir mal, mehr klassischen Sinne, was ich gleich erläutern werde. Aber es kann genauso gut eine Skulptur sein, die 17 oder 20 Meter hoch ist und auf dem Platz steht, aus einem ganz anderen Material. Es kann aber auch, und da ist ein Buch, das hat den Titel Öffentlichkeitsarbeiten, etwas ganz anderes sein. Donc ça peut être une sculpture dans le sens classique du modélage comme celle qu'on voit ici et on y reviendra, mais ça peut être aussi des formes complètement différentes comme des sculptures dans les places publiques avec tout autre matériau et toute autre dimension, ou comme est réuni dans un catalogue qui s'appelle les publics, dans le sens de l'affaire publique. Wie ist Englisch? Into the public, c'est la traduction donc anglaise, on pourrait donc dire dans le public, qui peut pour lui dans le travail prendre des formes extrêmement différentes. Das heißt, ich habe also nicht nur Ausstellungen gemacht in Galerien, Museen und so weiter, sondern für mich ist genauso wichtig, zum Beispiel fürs Fernsehen zu bestimmten Themen Stage Design zu machen oder eben, was auch dazu gehört, meiner Ansicht nach, ich schreibe ab und zu auch in Zeitungen Texte zu bestimmten Themen. Donc la question du public ou dans le public n'est donc pas qu'une forme sculpturale classique, mais peut prendre des formes qui l'intéressent particulièrement, comme celui du stage design, c'est-à-dire de dessiner une scène ou un objet à l'intérieur d'une scène d'une émission télévisuelle, ou aussi d'intervenir par des articles sur des thèmes donnés dans les journaux publics. Und vielleicht handeln wir ein bestimmtes Thema ab, am Beispiel dieser Arbeit, um jetzt mal konkret zu werden. Hier geht es um Migration. Donc, pour venir à l'exemple concret de ce travail ici, il s'agit de la thématique de la migration. Nous sommes dans le problème de la migration. Das hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Ich bin in Berlin geboren, also Westberlin, und zwar in Kreuzberg und dort auch groß geworden. Und ich habe als Kind mitbekommen, wie die ersten, in diesem Fall türkischen Migranten nach Deutschland gekommen sind und mittlerweile, ja, ich weiß nicht, Hunderttausende in Berlin leben, ein Thema, was sich dann verselbstständigt hat. Und
Und es war für mich Anlass, sich damit zu beschäftigen, auf vielfältigste Art und Weise. Donc c'est lié aussi à une situation biographique. Donc il est né à Berlin-Ouest, à Kreuzberg, où il a assisté au début de cette migration turque en Allemagne est particulièrement importante et qu'aujourd'hui, ich weiß nicht wie viel, 100.000 meinst du? Mais je ne sais pas combien, mais ça représente vraiment une partie très importante de la société en Allemagne aujourd'hui. Et donc cette expérience, c'est devenu un élément autonome dans son travail qui prend des formes très différentes. Und ich habe mir, jetzt sind wir wieder bei dem gesellschaftlichen, aber letztendlich auch historischen Diskurs angekommen, lange überlegt, wie kann ich dieses Thema für mich selber umsetzen, aufarbeiten, daraus etwas machen. Und da das Thema ja sehr, sehr vielfältig ist, habe ich entschieden, im Laufe der letzten, sagen wir mal, mehr als 20 Jahre immer wieder darauf zurückzukommen, aber eine andere Facette einzubringen. Donc vu que les problèmes est multiple et complexe, il revient constamment dans son travail et depuis 20 ans, donc il prend des formes, des facettes. Par son travail depuis 20 ans, il exprime des facettes différentes de ces problèmes. Es fing 1982 an, da hatte ich eine Wohnung, die vorher von Türken bewohnt war, angemietet. Die sind rausgeflogen, der Besitzer hat sie rausgeschmissen, weil er keine Ausländer haben wollte. Das war wie gesagt 1982 und er meinte, es sei gut, wenn jetzt wieder ein Deutscher da wohnt. Donc ça a commencé en 1982 à l'occasion d'un déménagement dans un appartement nouveau qui avant son arrivée était habité par une famille turque et le propriétaire a décidé à un moment donné de les mettre à la porte parce qu'il ne voulait pas d'émigrer et que donc pour lui c'était l'heure qu'un Allemand revienne habiter son appartement. Ich habe dann, wie gesagt, die Wohnung angemietet und wollte dort, die Originaleinrichtung war noch da, ein Video drehen, was ich auch gedreht habe, habe dann aber mich entschieden, doch weiterzugehen und die Wohnung, wie soll ich sagen, umzuarbeiten und habe dann ein Hakenkreuz reingeschnitten und eine Installation gemacht, diese wiederum annonciert im Immobilienteil mehrerer Zeitungen mit dem Titel Türkenwohnung, Abstand, es ist ja so, dass man eine Ablöse zahlt und das quasi als versucht auf diese Art und Weise das in die Öffentlichkeit zu bringen. Donc au début quand il est arrivé, il a décidé de tourner une vidéo de l'installation des habitants précédents qui étaient restés en état, chose qu'il a fait, mais il a décidé après de prolonger ou d'aller plus loin avec son travail. Il a donc coupé une croix gammée, donc a coupé le mur de cette habitation en dessinant une croix gammée. Et après, il a créé une installation qui a été photographiée et qui a été photographiée à l'intention comment s'appelle, les loueurs, en fait, les agences de location, donc qui a été rendu public dans des journaux d'agences de location, avec le texte. Es ist reingehauen. Das ist richtig. Das meine ich mit den Möglichkeiten der Bildhauerei. Nicht etwas modellieren, sondern wirklich direkt in die Wand, um die ganze auch Aggressivität. Und Skulptur hat natürlich auch was mit Schneiden zu tun und deswegen habe ich mich für Skulptur grundsätzlich entschieden, weil es ein anderes Medium ist, zum Beispiel als Malerei. Donc il dit que c'est de ça qu'il parle quand il parle des possibilités de la sculpture, dans le sens de tailler. La sculpture a à voir avec la question de tailler. Quand on le dit tailler, ce n'est pas en allemand schneiden est vraiment
coupé, dans le sens coupé, taillé, ça peut être les mêmes mots dans ces contextes. Donc la sculpture a à voir avec quelque chose qui est de l'ordre de couper, d'une action violente. Et cet aspect violent l'intéresse particulièrement dans ce travail, l'a amené à choisir la sculpture par la peinture ou d'autres domaines de travail. Und die andere habe ich aber noch nicht erklärt. Das waren 2 Annoncen, das ist die Zeitungsannoncen. Ja, und der Text war? Türkenwohnung, Abstand 12.000, wollte ich jetzt sagen. Ja, okay. Und der Titel der Arbeit ist, wie gesagt, Türkenwohnung, Abstand oder Ablöse, ich weiß nicht, wie man es in Frankreich nennt. Ich denke, das gibt es ja auch, wenn man eine Wohnung bezieht. War natürlich die doppeldeutige Geschichte dabei, dass das quasi letztendlich auch der Wert des Kunstwerks war. Und damit einerseits, man kann ein Kunstwerk sozusagen kaufen, wenn man die Wohnung bezieht und den Abstand zahlt, oder eben normalerweise die Wohnung nur nimmt. So damit eigentlich das Spiel und keine Einladungskarte oder ähnliches, sondern Annoncen in der Zeitung. Donc il a transformé ce travail en une deuxième étape monstrative, qui est un travail de publication, comme je disais, sur des journaux d'annonces, qui dit donc appartement turc à louer. Et je ne sais pas comment est l'expression en français, quand on loue un appartement, on peut parfois repayer à celui qui parte une espèce de redevance. En fait, on repaye une partie une sortie des parties, je ne sais pas comment on dit. En allemand, le mot est Abstand, c'est-à-dire c'est l'argent qu'on paye à quelqu'un pour reprendre son appartement. Mais Abstand veut dire aussi distance en allemand. Donc les titres étaient appartement turc à louer, distance et après le chiffre. Sur un journal d'habitation, c'est clair est compréhensible. Or qu'évidemment, Abstand dans ces cas veut dire aussi distance. L'autre aspect de la chose est que l'appartement était... on pouvait donc acquérir l'œuvre si on prenait en location cet appartement. C'est-à-dire, lui, il redonnait l'appartement à celui qui aurait acheté les droits sur la sculpture. Donc la sculpture est visible à qui loue l'appartement. Es gab natürlich sehr heftige Reaktionen, ist ganz klar. Viele haben sich aufgeregt, wie kann man bloß so viel Geld für eine Wohnung von Ausländern in diesem Fall verlangen. Donc il y a eu beaucoup d'agitation, beaucoup d'énervement public évidemment sur cette question, et certaines ont même dit qu'ils ne comprenaient pas comment on pouvait demander autant d'argent pour un appartement d'étranger. Also wie gesagt, der gezielte Eingriff für eine kurze Zeit. Diesmal ging es bei diesem Fall um die Wohnsituation. Eine weitere Geschichte, die ja ganz, ganz wichtig ist überall, ist der Sport. Und ich habe das dann in Istanbul realisiert, mit einem Fußballclub, der Besiktas heißt, der auch gerade aktuell in der Europa League oder Champions League, ich weiß jetzt nicht genau, spielen, zusammen mit einem Trainer und den Fußballspielern. Donc, un autre aspect central dans ces questions qu'il traite à partir de la question turque et de l'immigration est le sport. Et donc, il a réalisé un travail avec une équipe de foot, une équipe qui existe encore aujourd'hui et qui donc joue effectivement dans les ligues internationales, et l'entraîneur. Et ça à Istanbul. Das war eine Arbeit, die ich dort, das war 1996, für die Biennale realisiert habe. Damaliger Trainer hieß Christoph Daum, ein deutscher Fußballtrainer, der dort sehr, sehr beliebt war und gerade Meister geworden ist. Im Augenblick ist er Trainer bei Fenerbahce. Ich war vor 2 Wochen wieder in Istanbul wegen Recherche. Er fragte mich, was soll ich eigentlich machen? Wie meinst du das? Er interessiert sich auch für Kunst, so lala. Und ich habe ihm gesagt, es gibt Leute, die gehen ins Museum und es gibt Leute, die gehen ins Stadion. Und manche tun beides, so wie ich. Donc, c'est l'entraîneur de cette équipe turque, particulièrement aimé par les Turcs, est un Allemand, avec lequel donc, il a collaboré à ces projets.
Et du coup, au début de ce projet, l'entraîneur allemand lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu attends de nous en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Et lui a dit, bah, tout simplement, il y a des gens qui vont dans les musées, il y a des gens qui vont au stade, moi j'ai fait les deux. Jedenfalls war er dann ganz begeistert dabei, auch die Mannschaft, und das war... Ah pardon, j'ai oublié une chose, cette œuvre a été faite à l'occasion donc de la Biennale d'Istanbul de 96. Ja, genau. 80 ist, ja genau, 96. Ja. Es war dann ein großer Erfolg. Wir haben angefangen, was sehr interessant war, seine Arbeiten auszusuchen. Ich habe ihm gesagt, es gibt Musiker, die haben Partituren, Schriftsteller haben Manuskripte und Künstler haben Zeichnungen als Beispiel. Und er hatte doch eigentlich auch ein paar Zeichnungen und da ging es halt da um Freistoßvarianten, Eckstöße und solche Geschichten. Donc il lui a dit, les écrivains ils ont des notes, les musiciens ils ont des partitions, les artistes ils ont des croquis, et bien un entraîneur il a aussi des croquis, ce sont les croquis des dessins stratégiques des différentes positions des joueurs. Jedenfalls haben wir dann eine Auswahl getroffen und ich habe, um das abzukürzen, ist natürlich eine längere Geschichte, man kann es hier nachlesen. Wir haben dann, oder ich habe dann zusammen mit den Fanclubs einen Kiosk gestaltet, mit den Gebetsketten, in Schwarz-Weiß immer, mit den Fahnen, mit den Transparenten, mit all diesen Devotionalien in Verbindung mit den Originalzeichnungen des Trainers. Donc, pour faire bref, il nous dit la forme de ce travail a pris la forme d'un kiosque qui était aménagé avec les fans de cette équipe. Et pour ce kiosque, ils ont réalisé une série de pièces qui sont des pièces dévotionnelles, comme les petites chaînes ou les et donc objets de ce type-là, qui du coup réunissaient d'un côté cet aspect dévotionnel et d'un autre côté la dévotion pour l'équipe et la fascination pour l'équipe. Die Arbeit steht heute im Museum Ludwig in Köln und ich weiß nicht, ob sie gerade aktuell aufgebaut ist. Also wieder eine ganz andere Form der Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit. Und es war halt so, dass die türkischen Zeitungen begeistert waren. Sie konnten endlich mal was, auch die Besucher, mit Kunst in dem Sinne anfangen, was vorher für sie quasi ein Buch mit 7 Siegeln war. Und es gab dann jeden Tag Berichte in den Medien in Istanbul, die dann auch wieder von den Fans da reingehängt wurden und so weiter und so weiter. Donc cette œuvre aujourd'hui se trouve au musée Ludwig à Cologne, mais à l'époque ça a eu un retentissement assez important, surtout pour les publics turcs. Donc les médias se sont arrêtés longtemps sur l'efficacité artistique pour un public qui regardait l'art plutôt comme un terrain interdit. Et donc cette activité aussi médiatique a fait partie du travail lui-même, dans le sens qu'on recoupait ces coupures de journaux de transmission et on les ajoutait aux éléments qui étaient dans les kiosques. Und jetzt kommen wir zu dieser Arbeit, Turkish Delight. Für mich war immer bedeutend, und wir kommen gleich zum Thema des Symposiums, wie setze ich mich mit Geschichte auseinander? Oder in welcher Form kann ich Geschichte artikulieren? Und für mich war eigentlich immer, und das ist ja ein klassisches Thema, in der Kunstgeschichte, die Kunstgeschichte selber auch Herausforderung, sich damit zu beschäftigen. In diesem Falle natürlich mit den sehr, sehr spannenden klassischen Bildern aus dem 19. Jahrhundert. Der Orient war und ist verbunden mit einer gewissen Exotik. Es gibt von Manet zum Beispiel La Sultana oder Delacroix mit den Haremsbildern und so weiter und so weiter. Donc on en vient maintenant à ce travail présent ici, Turkish Delight, qui présente un autre aspect de cette approche sur la question de l'immigration, dans le sens où, et donc on s'approche aussi plus de la question
de l'histoire que nous traitons ici, c'est que pour lui, un aspect très important dans son approche est le fait de travailler à l'intérieur de l'histoire de l'art comme à l'intérieur d'un territoire qui provoque, c'est-à-dire un territoire qui provoque des intérêts, qui provoque des réactions. Dans ce cas, ce qui l'intéresse est surtout une certaine idée 19e de l'Orient. Il pense donc ici, il vient de citer Manet ou Delacroix, oui, Ingres et une série d'autres, beaucoup d'autres peintres qui se sont donc confrontés à un imaginaire exotique. Und gleichzeitig natürlich die Überlegung, wie kann ich das umsetzen wieder in die Skulptur? Welche Möglichkeiten bietet die Skulptur oder die Bildhauerei? Ich habe in diesem Falle für die ganz klassische Form entschieden. Gleichzeitig, parallel dazu, das hat natürlich auch einen Hintergrund, es ist ja nicht nur die Kunstgeschichte und die Exotik der osmanischen Kunst, sagen wir mal, oder des Orients, sondern natürlich auch aktuell, ist jetzt wieder ein bisschen her, aber immer noch aktuell, wie in Frankreich, genauso wie in Deutschland oder Italien oder in Europa, die Kopftuchdebatte. Donc dans ce cas, cette transformation, cette réélaboration donc, de l'histoire, il a fait en prenant le choix sculptural de prendre les moyens les plus classiques possibles, c'est-à-dire le modélage donc, de la figure. Et, en même temps, cet aspect exotique et des relations à l'art oriental, évidemment, a un autre pendant, un autre aspect, qui est celui du débat actuel qu'il y a eu en Europe partout sous le port du foulard. Und ich habe mich entschieden, dann die Arbeit öffentlich zu zeigen, das heißt im öffentlichen Raum auf einem Platz. Donc il a choisi après de montrer cette œuvre dans l'espace public, dans l'espace ouvert, c'est-à-dire sur la place publique. Und deswegen natürlich auch dann Bronze wegen der Materialität in klassischer Form. Donc aussi les bronzes pour cette raison, donc, comme matérialité dans le sens classique pour l'espace. Ich habe ungefähr ein Jahr modelliert nach Modell, ein türkisches Modell, in Gips aufgebaut. Die Skulptur ist leicht unterlebensgroß. Donc il a modelé environ une année à cette pièce en modelant effectivement, passant après par la phase du plâtre, à partir d'un modèle d'une jeune femme turque, et il a choisi une échelle légèrement plus petite que l'échelle normale. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, dass es mehrere Güsse gibt. Hier ist dieser Guss braun patiniert und hat einen roten Marmorsockel. Es gibt auch eine dunkle Patinierung, eine grüne Patinierung. Es gibt natürlich auch Turkish Delight, eine Figur, die vergoldet ist. Das wiederum, das ist auch eine Situation, die wir wissen müssen oder kennen, wenn Sie hier studieren, wir sind auch kommerzielle Künstler. Donc cette sculpture existe dans différents tirages qui ont des patines différentes que celle-ci qu'on voit ici, verte ou noire et même dorée. Et Olaf nous dit justement, si vous êtes ici, vous savez aussi que la question commerciale existe et fait partie du travail de l'artiste. Ich habe dann die Arbeit öffentlich ausgestellt in Österreich, in Wien auf dem Karlsplatz. Es war natürlich begrenzt auf, ich weiß nicht, ein halbes Jahr ungefähr. Und die Reaktionen waren erstaunlich. Donc il a exposé cette sculpture dans l'espace public à Vienne, sur le Karlsplatz, pour une période de 6 mois. Et les réactions ont été assez étonnantes. Viele fühlten sich provoziert. Der türkische Botschafter hat eine Regierungsnote gemacht an die österreichische Regierung. Man muss dazu wissen, dass um die Ecke vom Karlsplatz ist der Naschmarkt und da sind eigentlich ausschließlich türkische Händler. Manche fanden es gut, manche nicht. Jedenfalls, es gab ungeheuerliche Reaktionen. Donc les réactions ont été assez violentes à niveau politique. L'ambassadeur turc
à Vienne a fait une note politique de protestation. Was hat der Staatssekretär, der erste Minister? Es sei eine Beleidigung für die türkische Nation. Ah oui, c'est le premier ministre donc, autrichien qui dit que c'est une offense à la nation turque. À côté, il faut comprendre aussi que les Karlsplatz se trouvent pas loin d'un marché aux puces où la plupart des négociants sont turcs et là les réactions aussi ont été extrêmement partagées. Natürlich war es so überhaupt nicht gemeint gewesen, sondern es ging natürlich auch darum, sich wiederum mit den Möglichkeiten der